Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 28 novembre. J'espère que vous allez bien. Bon courage à celles et ceux qui prennent le chemin du travail ou bien de l'école aussi pour certaines et certains. Bon appétit à ceux qui sont encore au stade du petit déjeuner. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invité du jour, Daniel Gaborio, le coordinateur de l'AFN Téléthon en Vendée, puisque le Téléthon 2024 démarre demain. C'est ce week-end. Nous sommes donc revenus avec lui sur les principales animations prévues pour ce week-end sur le département. Interview à revoir sur tvvendée.fr. Et si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro officiel de la matinale qui vient de s'afficher. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous revenons sur cette mobilisation qui a eu lieu hier des agriculteurs qui ont manifesté devant les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer. Une protestation à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs vendéens contre le trop grand nombre de normes qui leur sont imposées. Nous parlerons d'une autre mobilisation qui aura lieu le 3 décembre, celle des retraités. À l'appel de 5 syndicats, plusieurs manifestations sont prévues à La Roche-sur-Yon et au Sable d'Olonne. Ils demandent une revalorisation des pensions au 1er janvier 2025. Et puis nous reviendrons également sur l'opération Diodet qui permet à des personnes en situation de handicap de découvrir un métier en immersion au sein d'une entreprise en étant accompagné par un salarié. Exemple dans un atelier de couture à Essart-en-Bocage. Mais avant cela, un petit point sur votre météo du jour avec pour ce matin de la pluie dans les terres actuellement. Un mélange par contre d'éclaircies de nuages sur le littoral vendéen. Il fait très doux ce matin, 12-13 degrés. Dans l'après-midi, les pluies devraient se faire un petit peu plus rares mais resteront localisées dans les terres. Les températures vont continuer de grimper, compter 15 à 17 degrés. Un petit point sur vos marées pour aujourd'hui également, avec donc pour ce matin une basse mer à 8h39 et 21h03, pleine mer 2h37 et 14h58, coefficient 60-64. Le passage du Gois est actuellement au plus bas pour ce qui est de ce matin et il le sera à nouveau un petit peu avant 21h ce soir. Le petit tour également de vos marchés du jour avec pour aujourd'hui celui de Havrier, c'est place du Champ de Foire. Le marché également de Nieul-le-Dolan, c'est de 10h à midi, place du Champ de Foire aussi. Et puis celui de Saint-Mémin, c'est de 16h30 à 20h, c'est tout simplement à la salle des Halles. Un petit point également sur vos conditions de circulation avec les traditionnels bouchons actuellement aux entrées des principales agglomérations vendéennes, notamment du côté de La Roche-sur-Yon. Et puis plusieurs zones de travaux à vous indiquer. La D2, l'axe entre le Poiré-sur-Vie et Palluau est actuellement fermé en raison de la reconstruction d'un pont. Plusieurs déviations sont en place. Travaux également sur la D763, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Montaigu à hauteur de Belleville-sur-Vie où la circulation est réduite à une voie. Travaux également sur l'axe, au croisement plutôt des deux départementales 948 et 32 à la sortie de Chaland lorsque vous allez en direction de La Garnache où là plusieurs axes sont fermés. Il y a également des déviations qui sont en place et puis une dernière zone de travaux toujours sur la D948 mais à hauteur de la Chaise-le-Vicomte cette fois-ci où là aussi la circulation est réduite sur une seule voie. Et en ce jeudi, nous fêtons les Jacques. Bonne fête donc à l'ensemble des Jacques qui sont avec nous ce matin sur TV Vendée. Il est temps maintenant de passer à l'actualité du jour. Voici le flash. C'était hier, des agriculteurs ont manifesté devant les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer à La Roche-sur-Yon. Une protestation à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs vendéens contre le trop grand nombre de normes qui leur sont imposées. Ils réclamaient également l'accélération de la simplification administrative, expliquant passer de plus en plus de temps derrière leur bureau plutôt que sur le terrain. Un reportage de Florian Wozniak. Ils sont près d'une centaine d'agriculteurs vendéens à s'être rassemblés ce matin pour dire stop aux normes administratives qui viennent étouffer leur quotidien. Il faut être au moins 1 heure et demie par jour au moins à faire des papiers des fois qui servent strictement à rien, pour des normes qu'on ne comprend même pas à force. Donc ça devient très pénible. Un sentiment partagé par bon nombre d'agriculteurs qui souhaiteraient pouvoir passer plus de temps dans leurs champs ou auprès des bêtes. C'est à peu près 3 à 4 jours par mois d'administration obligatoire pour chaque agriculteur.
en dehors de la comptabilité en plus. Donc vous comprenez que l'enregistrement permanent de l'ensemble de nos pratiques, parce que juste le rappel aux concitoyens, c'est qu'aujourd'hui quand on rentre un tracteur dans un champ, il faut automatiquement le marquer quelque part, en fonction de qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait, avec quelles conditions, avec quelles semences, avec quels produits, avec quelle quantité. Et tout ça, c'est le journalier. Donc c'est des choses qui s'empilent en permanence et chaque année, on nous en rajoute avec de la complexité, de normes qui changent. Les agriculteurs ont donc choisi de se rassembler devant la direction départementale des territoires et de la mer, principal corps de contrôle de leur activité, pour tirer la sonnette d'alarme et réduire les contraintes qui leur sont imposées. Les saisons, c'est pas il fait beau en été et il pleut en hiver, quoi. Il y a des périodes de pluie, des périodes de mauvais temps. On ne fait pas toujours ce qu'on veut par rapport à la météo. Donc voilà, nous, notre métier, il n'est pas régi par des dates. C'est pas possible. La nature, elle dit pas à telle date, les sols ils seront portants pour semer ou pour répandre des effluents. Mais ça, c'est des obligations qu'on a et en fait, qui sont complètement aberrantes par rapport à ce qu'on peut faire chez nous, quoi. Une fois cette parenthèse sur les normes terminée, c'est un nouvel acte de la mobilisation qui devrait s'ouvrir très prochainement. Cette fois-ci, il sera question des revenus et de la loi Egalim. Et d'autres manifestations vont avoir lieu dans les prochaines semaines, notamment contre le projet d'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur situés en Amérique du Sud. Cet accord pourrait créer, selon eux, une situation de concurrence déloyale. On continue avec un autre rassemblement qui aura lieu le 3 décembre à l'appel de 5 syndicats, celui des retraités. Les syndicats réclament une revalorisation des pensions indexées sur le salaire moyen au 1er janvier 2025. Également un rattrapage des pertes subies depuis 2017 et demande aussi à ce que les pensions ne soient plus en dessous du SMIC. L'ensemble des retraités seront perdants, quoi que veuille dire le gouvernement, puisqu'il devrait revaloriser normalement, conformément à la loi, toutes les retraites au 1er janvier de 2,2%. Il ne va pas le faire, il va le faire en 2 temps, et même pour les plus modestes, il ne prévoit de revaloriser celle-ci que de 1,8%, les autres n'étant revalorisées que de la moitié de ce montant environ. C'est pour ça que nous disons que tous les retraités seront perdants et toute proportion gardée, ce seront encore les plus modestes qui en souffriront davantage. 2 manifestations sont donc prévues en Vendée, à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne, mais les syndicats craignent que la mobilisation physique ne soit pas forcément au rendez-vous. Ils ont donc lancé également une pétition avec l'ensemble de leurs revendications. Nous savons que la mobilisation est difficile aujourd'hui. La période est sans doute pas la meilleure non plus, mais on ne la choisit pas, nous. Mais ce qui est certain, c'est que si les retraités veulent se faire entendre, il faut qu'ils se bougent quelque part et puis qu'ils viennent nous rejoindre pour exiger d'abord le maintien du pouvoir d'achat de leur pension et ensuite une amélioration de celui-ci. Aussi, une attention tout autre que celle qui est portée aujourd'hui sur les questions de la santé et de l'autonomie notamment. Une nouvelle station de bio-GNV a été inaugurée aux Herbiers. C'est la 8e en Vendée, faisant du département un territoire modèle dans le développement de ce carburant à base de gaz naturel. Située à la sortie de l'autoroute, cette station vient répondre à la demande des entreprises de transport. En effet, ce sont les principaux consommateurs de ce carburant qui sert à alimenter des véhicules lourds comme des camions ou encore des cars. Pour mettre en place les infrastructures de distribution, il faut aussi qu'il y ait de la demande. Donc il faut que tout ça converge en même temps. Et c'est le travail qu'on a mené depuis 2016, où on a commencé à discuter avec l'ensemble des transporteurs pour voir comment est-ce qu'ils allaient passer vers la décarbonation du transport et aller vers le bio-GNV. Et donc, on a construit petit à petit les stations. Donc aujourd'hui, c'est effectivement la 8e. Et cette 8e station, elle complète le maillage départemental qui fait qu'on a en Vendée un essor particulièrement important du transport avec du bio-GNV. Nous restons aux Herbiers avec la pose de la première pierre de la future bibliothèque intercommunale, un projet de 8 millions d'euros pour remplacer la bibliothèque actuelle qui n'est plus adaptée à la demande et vieillissante dans un territoire où 1 habitant sur 5 a sa carte dans l'une des bibliothèques du pays des Herbiers. Une capsule temporelle a été scellée dans le premier parpaing avec un message pour les futures générations. C'est une bibliothèque qui sera à vocation multiple. Alors bien sûr, il y a le livre qui est forcément
l'appel qui permet effectivement de faire venir du monde, mais bien au-delà de ça, c'est un lieu dans lequel on retrouvera des conférences, des expositions. En fait, c'est un lieu de vie. On pourra même y déjeuner. Alors, nous ne faisons pas les sandwichs, comme j'ai pu le dire, nous ne faisons pas les sandwichs, mais bien sûr, on a des commerçants, on est en plein cœur du centre-ville. Donc, on a évidemment des réseaux, que ce soit des réseaux économiques, des réseaux culturels, qui vont nous permettre d'animer cette bibliothèque et d'en faire véritablement un lieu d'attractivité culturelle, patrimoniale également, et puis commerciale aussi, ce qui va rayonner évidemment sur tous nos commerçants à côté. Et au-delà de la création d'un nouveau lieu culturel, cette future bibliothèque intercommunale se veut exemplaire en termes de respect de l'environnement et d'économie d'énergie, avec une conception très moderne pour ce type de bâtiment. C'est un projet qui a été très bien pensé dès le départ, avec évidemment un point d'ancrage qui est dans le cœur de ville des Herbiers, mais aussi un rayonnement à travers tout un réseau. Et puis ce qu'on fait de mieux en termes écologiques, avec du béton bas carbone, avec des toitures végétalisées, avec tout ce qui contribue aussi à l'écologie, à plus d'environnement. Donc c'est à la fois très moderne dans sa conception et très respectueux de l'environnement. La semaine dernière avait lieu le Duo Day, la journée nationale qui favorise la rencontre entre les employeurs et les personnes en situation de handicap afin de les aider à s'insérer dans la vie professionnelle. Chaque personne en situation de handicap travaille donc en duo avec un autre salarié de l'entreprise qui est là pour l'accompagner et lui faire découvrir son métier. Mathis Pires est allé à la rencontre de Erwan qui a pu découvrir le travail dans un atelier de couture grâce à cette opération. Devant sa machine à coudre, Erwan est concentré. Atteint d'une fragilité psychique, Erwan a quitté le monde du travail en 2012. Depuis 2 ans et demi, il travaille à l'ESAT, un centre spécialisé pour personnes handicapées. Et pour la 2e fois, il participe au Duo Day. L'objectif, intégrer une entreprise plus classique. Ça montre qu'on ne sert pas à rien et qu'on est capable de faire des choses aussi bien parfois que des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Cette journée en immersion dans cet atelier de réparation, c'est l'occasion pour ce passionné de couture de s'exercer à tous les corps du métier. C'est rassurant, en fait. Déjà, on découvre des lieux qui nous intéressent, que c'est à notre demande. Donc, c'est intéressant, c'est une belle découverte. C'est rassurant pour la suite. Ouais. À ses côtés, une salariée est toujours là pour l'épauler. Une manière de briser les barrières du handicap. Avec nous, il a été plutôt demandeur de participer et de ne pas rester dans l'observation. Il a été plutôt, il a pris des initiatives et ça c'est plutôt appréciable. Comme Erwan, ils étaient 19 de l'ESAT Yon et Bocage à participer à ce stage. Une journée qui pourrait déboucher par la suite sur un emploi. L'intérêt, pour moi, il est double. Il y a l'intérêt pour les personnes en situation de handicap qui, elles, ça leur permet de sortir du contexte de l'ESAT, travail protégé, et d'aller voir en fait ce qui se passe dans les entreprises, dans les commerces. Pour l'entreprise, ça permet aussi de voir et de rencontrer des personnes en situation de handicap, et peut-être aussi de se dire que c'est pas si compliqué de travailler avec certaines personnes qui ont certains handicaps et qu'elles peuvent aussi développer des compétences qui pourraient intéresser les entreprises ou les commerces. Au total, ce sont plus de 31 000 travailleurs protégés qui ont été accueillis dans des entreprises à l'occasion du Duo Day, un chiffre en hausse de 14% cette année. On jette un œil à votre météo de la matinée. Pour finir, le nord du département se trouve sous des crachats bruneux, alors que le reste de la Vendée profite plutôt d'un temps clément avec quand même quelques averses sur certains secteurs. Côté température, il fait doux, très doux même pour la saison, avec 11 degrés à la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte, 12 degrés à Montaigu, La Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer, 13 à Châlons et les Sables d'Olonne et 14 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant au journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaour. On fait le point sur ce qu'il s'est passé ces dernières heures au sein de la flotte de cette 10e édition du Vendée Globe. Et un record a à nouveau été battu. Regardez. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe.
Au milieu de l'Atlantique Sud, la dépression continue de porter la tête de flotte à pleine vitesse vers le cap de Bonne-Espérance. Et c'est assez logiquement qu'un nouveau record est tombé en ce 18e jour de course. À plusieurs reprises ce mercredi, Sébastien Simon a ainsi battu le record de distance parcouru en solitaire en monocoque sur 24 heures. Avec plus de 615 000 avalés à plus de 25 nœuds de moyenne, le skipper de Groupe du Breuil chipe le record établi par Johan Richaume sur Paprec Arkea en début de semaine. Ça a été une nuit incroyable. Le bateau fonce à 30, 32, 34 nœuds. Le bateau est dans une configuration assez incroyable. Il vole. On vole vers l'Indien. Le skipper Sablé fait d'ailleurs coup double en s'invitant sur la 3e marche du podium, jusqu'alors occupée par Johan Richaume. Sébastien Simon est désormais 3e derrière Thomas Ruyant et Charlie Dalin, toujours leader pour la 6e journée consécutive. Dans le groupe de tête, léger décrochage ces dernières heures de l'IMOCA Teamwork Team Snef de Justine Métro. Ce mercredi, la Suissesse de 38 ans a informé la direction de course de la perte d'une de ses voiles. Je suis assez fatiguée, comme vous pouvez le voir, vu que cette nuit j'ai mon gisèro qui a fini par se déchirer à un autre endroit que celui que j'avais réparé. Mais voilà, cette fois-là, la voile elle s'est vraiment ouverte, elle est tombée en partie dans l'eau, donc ça m'a pris beaucoup d'énergie et un peu de temps aussi pour réussir à tout ramener, mais je pense que voilà, je me suis pas trop mal débrouillée, j'ai réussi à tout récupérer, à rien casser, rien abîmer. Du coup, il n'y a pas le choix, il va falloir faire sans ce J0 maintenant, donc je garde le moral et puis on va faire au mieux avec ce qu'on a, de toute manière, il n'y a pas le choix. Avec des allures aussi soutenues, pas étonnant que le groupe de tête s'expose à ce type d'avarie et à de la casse parfois plus ou moins importante. Je vais devoir démonter l'un de mes winches pour le réparer. Ce n'est pas vraiment une mince affaire quand on file à une allure de 22,8 nœuds avec un bateau qui bouge énormément. J'ai vraiment dû prioriser cette réparation. C'est d'ailleurs tout l'enjeu dans une course comme celle-ci. Un petit problème peut devenir vite grand et prendre toujours plus d'ampleur. Donc chaque fois qu'un problème technique survient, il faut vraiment y consacrer du temps pour y remédier avant que la situation ne s'aggrave encore davantage. La première partie de flotte continue de s'étendre. 1000 milles nautiques contre 800 mardi sépare désormais Charlie Dalin de Louis Burton. À l'arrière de ce premier train, l'enjeu reste le même, continuer de batailler pour accrocher les derniers vents soutenus avant que la dépression ne devienne hors de portée. Derrière, la distance s'est encore creusée avec la seconde partie de la flotte, parfois orpheline de vent ces dernières heures. Des IMOCA qui naviguent souvent à distance très rapprochée, comme ici avec Giancarlo Pedoté sur Prismian et Benjamin Ferré sur Monoyer du Fort Job. Une partie de la flotte qui, malgré son retard, se projette aussi déjà sur la suite et l'arrivée dans le Grand Sud. C'est vrai que c'est des alizés un peu mous, mais j'avance quand même. Je suis confiant et je suis content d'affronter les mers du Sud avec un bateau qui est en super bon état, avec moi-même en super forme. Et ça j'ai hâte de voir ce que les mers du Sud vont m'offrir. Au 18e jour de course, Charlie Dalin tient toujours les rênes de cette 10e édition. Le skipper de Massif possède 51 000 d'avance sur son dauphin Thomas Ruyant. Unique changement dans le top 10, l'arrivée sur le podium de Sébastien Simon et la remontée à la 5e place de Jérémy Bayou devant Nicolas Luneven. Position stabilisée du côté des poursuivants. Entre les deux groupes de la flotte, Isabelle Yoshke, désormais dans une zone sans vent, voit le train du groupe de tête s'éloigner. Arnaud Boissière, premier au classement des bateaux à dérive, est 20e. Très peu de changements dans la suite du classement. Violette d'Orange est 23e sur Devenir. Un groupe toujours compact puisqu'environ 60 000 séparent Jean Lecam 21e de Conrad Coleman 29e. 31e position pour Sébastien Marcet sur Foussier. À bord de Sing Chain Team Haiku, le chinois Jing Kunsu reste 38e, contrarié ces derniers jours par de violentes douleurs à l'épaule droite. En dernière position, Sabolch Verutch sur New Europe ferme la marche à plus de 2700 000 du leader. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au classement de ce matin, Sébastien Simon gagne une nouvelle place puisqu'il est maintenant 2e, juste derrière Charlie Dalin. Thomas Ruyant est donc désormais 3e, 4e Johan Richaume. Et Nicolas Luneven fait son entrée également dans le top 5 puisqu'il est maintenant 5e. Et Jérémy Bayou est lui à la 6e place donc sur ce Vendée Globe. On parle maintenant d'associations. Voici de coups de pouce aux assos. Et aujourd'hui, Mathis Pires nous fait découvrir l'association Enseigne qui organise des pièces de théâtre et qui d'ailleurs présentera son prochain spectacle en mai et juin prochain.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de l'association En Scène. Elle organise des pièces de théâtre. Écoutez sa présentation. L'association En Scène est une association qui a été créée à Longeville-sur-Mer. Donc en fait, on était des personnes avec qui j'avais déjà fait du théâtre et on a décidé de se regrouper à Longeville-sur-Mer pour créer notre association. On est 4 de l'ancienne troupe, 4 à avoir déjà joué ensemble. Donc on est 7 acteurs. On a donc une metteuse en scène qui jouait avec nous avant. On a un trésorier, une secrétaire et moi présidente. Les comédiens de la troupe de théâtre En Scène joueront à Longeville-sur-Mer pour une pièce de théâtre d'environ 1h30. Pour l'instant, le titre de la pièce reste secret, mais c'est une pièce comique d'un auteur vivant qui s'appelle Vivien Leroux. Il s'agit d'une soirée d'anniversaire, d'un anniversaire de mariage, d'un meurtre. Il est question d'un meurtre et toute cette soirée se profile comme étant une soirée déjantée alors que ça devait plutôt être une soirée sympathique, agréable et ça part un peu dans tous les sens. Voilà, il y a 7 personnages. Un commissaire qui intervient, un couple, la bonne de la maison, les sœurs, des jumelles. Donc on essaye de créer des liens entre dans l'histoire de chaque l'histoire intime de chaque personnage, de créer une dynamique, de proposer des choses plutôt légères et comiques et de prendre cette pièce un peu au second degré. Mais pour accueillir le public, préparer la pièce de théâtre, l'association recherche des bénévoles. On cherche des personnes pour l'accueil, des accessoiristes, couturières. Comme on joue 6 fois, les personnes ne sont pas forcément présentes à chaque représentation. Il y a un roulement. Donc c'est pour éviter aux personnes de se retrouver à travailler tous les soirs des représentations. Si vous êtes intéressé, vous voulez prêter main forte à l'association En Scène, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis Pires pour cette découverte donc de l'association En Scène. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et on continue à parler du monde associatif dans l'extrait aujourd'hui, puisque c'est l'émission Il y a une asso pour ça, présentée par Didier Fèvre, qui nous fait découvrir aujourd'hui le sport nautique sablais. Comment sont perçus justement ces sports nautiques ? On peut imaginer un engouement quand une fois encore, on voit le succès que le Vendée Globe a provoqué dans les esprits de chacun, mais sont-ils bien perçus ? Je pense que le terme engouement est tout à fait approprié. C'est des activités qui portent du rêve. Clairement, je veux dire, on le ressent dans le discours, dans l'approche. Le Vendée Globe, toute cette période du village a été absolument magique. On a rencontré plein de monde et ça permet de discuter. Et effectivement, il y a une très très forte envie qui est là. C'est une envie de rêver. On vend vraiment, même une sortie à la demi-journée, on propose tout type de choses, sortie à la demi-journée, c'est déjà magique. On s'aperçoit, en plus avec notre chenal au Sable d'Olonne, qui est assez long, qui a quand même toute une légende autour de cette descente et de cette remontée du chenal. Et c'est vrai que nous, quand on emmène des stagiaires et qu'on prend tout simplement le bateau et on va faire une sortie de 2-3 heures en baie, mais on passe ce chenal et déjà dans cet instant-là, pour eux, c'est déjà du merveilleux. Et vous retrouvez cette émission sur tvvendée.fr et sur TV Vendée durant le week-end prochain. Nous revenons sur les titres développés ce matin. Nous sommes donc revenus sur cette manifestation des agriculteurs qui a eu lieu hier devant les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer. Une protestation à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs vendéens contre le trop grand nombre de normes qui leur sont imposées. Nous avons également abordé cette mobilisation qui aura lieu le 3 décembre prochain, celle des retraités à l'appel de 5
5 syndicats. Plusieurs manifestations sont prévues à La Roche-sur-Yon et au Sable d'Olonne. Ils demandent une revalorisation des pensions à partir du 1er janvier 2025. Et puis nous sommes également revenus sur l'opération Diodet qui permet à des personnes en situation de handicap de découvrir un métier en immersion dans une entreprise en étant accompagné par un salarié. Avec cet exemple dans un atelier de couture dans la commune d'Essart en Bocage. Il est temps maintenant bien de passer au jeu de la semaine. Voici le jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu des places pour aller au cinéma au sein du Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et voici la question de cette semaine. Quelle est la particularité de cette classe du collège Édouard Herriot de La Roche-sur-Yon? Je répète, quelle est la particularité de cette classe au collège Édouard Herriot à La Roche-sur-Yon? Et voici l'indice du jour, avant-dernier indice donc de cette semaine. Cette classe s'adresse aux collégiens qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matière de sécurité nationale. Je vous rappelle que vous retrouvez la question et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr. Il ne restera plus qu'un seul indice à découvrir ensemble demain matin. On arrive à la fin de cette matinale de ce jeudi 28 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal de 12h30 présenté par Florian Wozniak. Moi je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite d'ici là de passer une très bonne journée devant TV Vendée, bien évidemment. À demain.